Et rebonjour à toutes et tous, vous êtes toujours sur le Climarathon. Le Climarathon, pour rappel, c'est un marathon où on va parler du climat. Et vous êtes maintenant sur la table ronde. Alors une table ronde qui va être moitié-moitié en fait. On a réussi à mettre un peu d'alimentation dans l'économie. Vous allez voir, ça va avoir du sens. On va pouvoir en parler ensemble et je suis avec Christelle. Qui es-tu, Christelle ? Bonjour. Joséphine. Joséphine, putain, pardon Christelle. Tu prends de l'avance sur la table ronde. Allez, nickel. Pardon, je suis trop concentré. Christelle, on te présentera juste après. Exactement, et donc, je suis désolé. Joséphine, pour certains, vous m'avez peut-être déjà vu tout à l'heure. Je fais partie de l'association Climate, qui est une association de jeunes engagés pour le climat à l'international. Et on fait de la mobilisation, du plaidoyer et de la recherche. Et toi, qui es-tu ? Moi, je suis le mec qui fait régulièrement des erreurs en stream. Si vous regardez Acropolis, vous me connaissez, on se retrouve tous les mardis et mercredis, où je vous commente l'actualité à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, donc, je m'appelle François, et toi, c'est Joséphine et pas Christelle, c'est noté. C'est pardonné. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir parler d'économie avec nos trois invités qu'on va vous présenter. On va commencer par vous, par toi, on a dit qu'on se tutoyait. Par toi, Antoine. Antoine, tu es coordinateur de Terra Nova, notamment responsable énergie et climat. C'est ça ? Absolument, et rebonjour. Et rebonjour, et tu étais déjà sur la table ronde énergie tout à l'heure, on va pouvoir en reparler. Christelle, donc, tu es rédactrice en chef adjointe du magazine 60 millions de consommateurs. Hors série, ouais, de 60 millions de consommateurs. Voilà. Ok. Et notre troisième invité, c'est Aurélien Sausset. Tu bosses à l'OFCE. L'OFCE, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques, c'est bon ? Je l'ai ? Super. Yes. Je me trompe pas surtout. Qui est un institut de recherche qui est proche de Sciences Po, c'est ça ? Qui fait partie de Sciences Po, c'est un des labos de recherche de Sciences Po. Ouais. Et tu vas pouvoir me permettre de lancer cette grande discussion. Alors on va parler d'abord une première grosse demi-heure où on va parler surtout d'économie, et après on va pouvoir parler d'alimentation pendant la seconde demi-heure. On a été obligé de découper comme ça parce qu'en fait on avait plus d'invités sur la table économie qui nous ont fait faux bon, je ne sais pas si on peut dire ça, mais disons qu'ils ont eu d'autres obligations, certaines, et on devait recevoir Aurore Laluc, qui est députée européenne, et Thomas Porcher, qui est économiste, mais qui malheureusement n'ont pas pu venir. Et donc du coup, on va découper comme ça économie et alimentation. Et donc je vais commencer par toi, Aurélien. Aurélien, tu as bossé sur des sujets d'aide climatique, politique climatique européenne, et surtout, tu as développé avec l'ADEME, tu m'as demandé de le dire, donc je le dis bien. On co-développe toute une équipe depuis une dizaine d'années en collaboration avec l'ADEME. Ouais. Un modèle, c'est ça, donc un modèle qui s'appelle Streamy. Tout à fait. Et alors déjà, ça consiste en quoi un modèle en économie, en un mot ? C'est une façon de représenter l'économie pour pouvoir en simuler les évolutions et surtout pour pouvoir tester l'impact de la mise en place d'une politique. Donc par exemple, pour ce qui nous concerne, si on met en place une taxe carbone, si on change le mix énergétique, c'est-à-dire si on introduit plus de renouvelables, si on mène des politiques d'investissement comme la rénovation énergétique, on cherche à voir ce que ça fait en termes d'activité économique et en termes d'emploi, principalement. Alors c'est hyper intéressant parce que c'est des sujets qu'on a évoqués pendant les tables rondes précédentes. Et donc je propose qu'on commence par vous lancer sur quelques-unes des solutions qui ont été évoquées pendant les tables rondes précédentes et que vous nous disiez en une phrase, plutôt pour, plutôt contre, avoir un avis d'économiste sur ces sujets-là. Par exemple, la taxe carbone, c'est plutôt pour, plutôt contre ? Plutôt pour. Toute la question, c'est de voir quelles conditions on peut mettre pour utiliser de manière appropriée les revenus de la taxe carbone et faire en sorte qu'effectivement, elle soit acceptable, y compris pour les ménages les plus modestes. Ok. Alors, Antoine a tout à fait raison. La clé de la taxe carbone, c'est que si on la met en place brute sans la redistribuer, elle est régressive, c'est-à-dire qu'elle impacte plus fortement les ménages les plus modestes par rapport aux ménages les plus aisés. Et donc du coup, si on ne fait pas de mesures de compensation en même temps, qui peuvent être soit de la redistribution, mais aussi des politiques d'accompagnement. C'est-à-dire que si on vous taxe plus fortement l'essence et qu'on ne vous donne pas d'alternative à la voiture en développant les transports publics en parallèle, c'est extrêmement injuste. Évidemment, les gens se retrouvent pris au piège de leur mode de transport, de leur distance travail-domicile, et c'est tout à fait normal que ce ne soit pas accepté. Okay. Et comme outil de lutte contre le changement climatique, c'est extrêmement efficace, à condition que ce soit fait dans la justice sociale. Ouais. Taxe carbone, je ne sais pas si 60 millions de consommateurs a une position là-dessus. C'est compliqué pour moi de m'exprimer là-dessus parce que ce n'est pas mes domaines de prédilection, mais effectivement, c'est quelque chose vers quoi on doit tendre. Peut-être juste pour préciser, tu nous as dit juste avant la table ronde qu'il y avait plein de sujets sur lesquels tu ne te sentais pas pertinente, et donc du coup, en fait, je pense que je vais surtout interroger vous deux, et que le chat sache que c'est pas parce que vous êtes une femme que du coup on écarte du débat. Mais c'est... Alors moi je parlerai effectivement des sujets sur lesquels pour lesquels je suis venue en fait plutôt sur l'alimentation, le bio et on y viendra. Voilà. On y viendra. L'isolation des logements, peut-être du coup ton tour.
Alors, pour ce qui concerne l'énergie, en France, c'est le plus gros poste de consommation d'énergie. Ouais. Donc là aussi, en termes de... Il y a un, Tu un parles sujet... de la déperdition énergétique, c'est ça? Voilà, enfin, non, en fait, la consommation d'énergie pour le chauffage, Ouais. en France, c'est le premier poste de consommation d'énergie, industrie, agriculture, tout confondu, quoi. Ok. Mais il y a un sujet social aussi en parallèle de ça, qui est la précarité énergétique. Donc c'est des ménages qui sont obligés de consacrer une part trop importante de leur budget à leur chauffage parce qu'ils sont en ce qu'on appelle des passoires thermiques, quoi, donc des logements qui sont mal isolés. Donc ça, là-dessus, il y a un gros sujet. Et donc, qui en plus pourrait créer beaucoup d'emplois qui ne seront pas délocalisables parce que la rénovation énergétique, forcément, elle doit se faire dans nos logements sur le territoire français. Mais pour la lutte contre le changement climatique en tant que tel, comme en France, on a un truc un peu aberrant qui est qu'on se chauffe pour moitié à l'électrique. En termes d'émissions de CO2, c'est pas le premier poste. Le premier poste, c'est plutôt transport, c'est plutôt voiture et camion. C'est ma question. Donc du coup, transition énergétique. Sur la réduction de notre dépendance énergétique, par exemple aux importations de gaz, il y a un sujet hyper important sur la rénovation énergétique et c'est un truc majeur. Mais on ne résout pas l'intégralité de la question changement climatique en France juste avec la rénovation énergétique, malheureusement. Okay. C'est une étape essentielle, mais pas suffisante. Ok. Pitié, dis-moi que tu n'es pas juste d'accord. Je suis pas mal d'accord, mais je pense que la question c'est pas tellement est-ce qu'il faut le faire, l'isolation des bâtiments, c'est comment on le fait. Parce qu'effectivement, je pense, est-ce qu'il faut le faire, on est tous d'accord, il y a beaucoup de bonnes raisons de le faire, même si, comme Aurélien disait, c'est évidemment pas suffisant. La question, c'est quel outil on met. Et jusqu'ici, pour l'instant, les outils qu'on a mis en place, ils n'ont pas très bien marché. On a des objectifs de rénovation qui sont pas remplis, ou en tout cas pas remplis avec des rénovations de qualité suffisante pour diminuer fortement les consommations d'énergie. Donc je pense que sur la question de la rénovation, il faut aller de plus en plus, comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer un peu plus tôt dans l'après-midi, vers plus de normes, et y compris peut-être des obligations de rénovation des bâtiments. Ok. Et tu parlais des transports. Du coup, sur les transports, il y a deux questions de embryons de solutions qui ont été un peu proposées. L'une des deux, c'est, je vais peut-être commencer par la seconde, le fait d'obliger à consommer local pour éviter qu'on se retrouve à transporter des ananas depuis l'autre côté de la planète. Ça, a priori, ça va dans le bon sens sur plein d'éléments, y compris sur les questions d'alimentation qui seront évoquées après dans la table ronde. Mais un économiste qui a sans doute, sur les questions de commerce international, est-ce que ça brise pas les relations commerciales entre les pays? Comment Alors le problème, et justement la différence qu'il y a avec la phase qui s'ouvre, c'est que par le passé, que ce soit ce type de questions-là ou les questions de taxe carbone aux frontières, par exemple, on disait tout de suite c'est pas possible parce que c'est contraire aux règles de l'OMC, c'est contraire aux règles du libre-échange, et donc du coup on va se heurter à toutes ces difficultés légales. Mais là, on vit plutôt une période qui semble commencer à être une amorce de détricotage de la période de globalisation et d'augmentation du libre-échange qu'on a connue au cours des 20-30 dernières années. Parce que les positions de quelqu'un comme Trump, qui réérige des barrières aux frontières, là, le rétablissement de barrières aux frontières aussi aux échanges commerciaux avec la Chine, tout ça fait que l'idée que demain, on puisse se dire que nous, en Europe, au nom de nos normes environnementales ou au nom de nos normes sociales, on impose des règles dans nos rapports commerciaux avec nos pays partenaires, c'est pas quelque chose qui sera totalement inenvisageable. Par ailleurs, ce que tu disais sur la consommation locale, on va pas faire pousser des ananas en France. Donc si on incite à la consommation de fruits locaux, ça n'interdira pas le fait de continuer à consommer des ananas. C'est juste qu'ils seront au prix qui prend en compte les externalités, donc l'impact de la pollution que ça implique de produire des ananas à Madagascar et de les amener jusqu'ici. Donc ça va coûter plus cher, quoi. Et pour le coup, là, tu as peut-être un mot à dire sur les importations avec l'exemple de l'alimentation. Oui, nous, on a pu remarquer effectivement que sur le bio, ça fait partie il y a énormément d'importations. 50% des produits consommés en France en bio sont importés. Donc il y a effectivement un problème, et notamment sur des produits, par exemple, on parlait d'ananas, mais on peut parler aussi de l'avocat. Pour faire pousser 2 avocats, ça nécessite 1000 litres d'eau, quoi. Ouais. Et c'est quand même un des aliments qui est un peu phare comme ça en bio, qu'on consomme énormément. Donc on est sur des aberrations écologiques. Bio, c'est pas durable en fait. Bio, c'est pas durable. Ouais. Et c'est pas forcément durable. On peut aussi aller plus loin et faire le choix de se dire, voilà, on limite et pourquoi pas on arrête. On se dit, voilà, en bio, on arrête de consommer ces cultures-là. On en parlera plus en détail après, mais c'était un aperçu, ouais. Et alors, c'est intéressant parce que ce que tu me disais, toi, juste avant l'émission, sur la Convention des Nations Unies, tu avais un truc, tu étais tombé sur... Raconte-nous. Oui, il y a une légère aberration, mais qui n'est peut-être pas pris comme telle par l'ensemble des parties prenantes, mais donc dans le texte de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, donc en gros le texte à partir duquel tous les États négocient sur le climat à l'international,
sur le changement climatique, il y a un bout d'article 3 sur les principes qui sont posés, qui énonce, je vous fais un raccourci, qu'il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre le changement climatique n'entravent le commerce, notamment le commerce international. Donc ça pose peut-être... Là, c'est ça. Mais en tout cas, ça fait potentiellement polémique. Moi, j'ai entendu dans la bouche de philosophes, dans le cadre d'événements où on cherche à réformer le droit environnemental national, voire international. Et c'est vrai que ça pose question. Alors, vous avez peut-être aussi des avis là-dessus. Non, mais ça pose question depuis le début, depuis l'annonce des propositions de ce type de mesures, justement, où il y a contradiction entre libre-échange et protection de l'environnement. Mais le moment présent est paradoxal, parce que des gens qui sont probablement la pire catastrophe qui soit arrivée pour le climat depuis quelques années, comme Trump, sur ces questions du fait que dans le mouvement de libre-échange, des choses qui n'étaient pas imaginables par le passé commencent à être remises en cause. Par exemple, l'OMC, pardon, L'OMC, est dans un état... l'Organisation mondiale du commerce est dans un... En fait, si les juges, donc qui sont en fait l'instance principale qui fait la gouvernance de l'OMC, ne sont pas renouvelés l'année prochaine, l'OMC se retrouvera sans organe de dirigeants et du coup se retrouvera totalement impuissante, mais vidée de sa substance et inexistante du jour au lendemain. Ce qui était inimaginable il y a encore 5-6 ans, quoi. Donc il faut arrêter de dire qu'on ne peut rien faire sur ces questions-là. Pour les bonnes raisons, pour les raisons environnementales, ça va devenir plus possible que ça ne l'était par le passé de mettre en place des mesures qui... Politiquement, ça devient plus acceptable aussi. Et en plus, voilà, politiquement, au sein des pays européens, il commence à y avoir un... L'OMC, vas-y, pardon. Non, de revenir sur 2 points, effectivement. Tu évoquais tout à l'heure la question du transport en lien avec le commerce. Je pense qu'il faut distinguer 2 choses. C'est-à-dire l'essentiel des émissions en Europe liées au transport, c'est notre transport à nous tous, sur le territoire national et européen, de passagers ou de marchandises en interne de nos pays. Donc c'est pas forcément le commerce international en tant que tel. C'est intéressant, ça. Par contre, évidemment, le commerce international et la question de savoir comment on va le rendre compatible avec les objectifs climatiques, ça c'est aussi un sujet très important. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord avec Aurélien. On est en train de réaliser que finalement, il n'y a pas tant que ça d'obstacles juridiques. L'OMC ne s'oppose pas par nature nécessairement à l'introduction d'objectifs climatiques dans les accords de libre-échange. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet outil qu'est l'OMC et qu'est-ce qu'est réellement la volonté politique des États de faire quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, l'obstacle principal, il est plutôt dans le manque de volonté politique des États de l'Union européenne, pour l'instant, de faire quelque chose plus que dans des barrières internationales juridiques. Et l'OMC qui a arrêté, enfin corrigez-moi si je me trompe, mais l'OMC c'est plutôt vu comme étant des héros H-E-R-A-U-T, plutôt du libéralisme, d'une vision du monde particulière, ancrée, on est d'accord. On peut dire ça comme ça, ouais, pour dire le moins. D'accord. Et du coup, une question que je me posais, parce que donc on a pu parler tout à l'heure, survoler le fait que toi et des équipes autour de toi, vous aviez développé un modèle. Ce modèle, il a comme particularité, si j'ai bien suivi ce que j'ai pu lire sur le site, de prendre en compte l'impact sur le climat, c'est ça? Tu me corriges si je me trompe, Enfin, de tenter de prendre en compte le... Disons, ce qu'il a comme particularité par rapport à un modèle économique normal, c'est qu'on regarde vraiment très précisément la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre qui sont occasionnées à la fois par la production et par la consommation des biens. Principalement, là, c'est la première version sur la France, mais on a une version sur le Mexique, une version sur l'Indonésie, on l'a adapté aussi avec d'autres pays. Et donc, du coup, ça permet quand on a un objectif de réduction d'émissions de CO2, ça permet de modéliser simultanément la trajectoire de taxe carbone qui va être nécessaire pour y parvenir, ou les différentes mesures de réglementation qui vont être nécessaires pour y parvenir, et l'impact que ça a sur l'économie. Ok. Et du coup, ma question, c'est ce genre de modèle. Déjà, depuis quand est-ce que les économistes commencent à prendre ce genre de considération en compte dans leur modèle? Première question. Et la deuxième, tu as fait ce modèle, c'est bien. Pardon, excuse-moi. Parce que c'est des modèles justement qui sont impossibles à faire seuls. Oui, c'est vraiment des gros boulots. Mais donc, vous, collectivement, vous avez fait ce modèle-là. Est-ce que c'est ce genre de modèle, pas forcément celui-là précisément, mais est-ce que des modèles de ce type-là sont utilisés dans les grandes institutions qui participent à gouverner le monde? Je pense à la Fed, donc la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne, la Banque centrale chinoise, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque des règlements internationaux, qui utilisent tous des modèles d'économie comme ça, l'OMC aussi peut-être. Est-ce qu'il y en a, parmi ces institutions, il y en a qui ont des modèles qui prennent en compte ce genre de considérations ou pas du tout, et on est encore sur des trucs très libéraux, très un peu old school?
Alors, tu sais ça ou... de plus en plus, mais justement, en fait, il y a aussi des modèles qui prennent en compte ces questions-là et qui restent dans un cadre, en tout cas théorique, qui va avoir des conclusions plutôt compatibles avec les idées néolibérales. Par exemple, le dernier prix Nobel d'économie l'an dernier, donc William Nordhaus, il a reçu son prix Nobel d'économie pour un modèle de ce type-là, qu'il a créé au début des années 90. Parce que c'était un des premiers à avoir mis ses considérations dedans, en fait. Et ça pas tellement parce que son modèle allait loin sur le sujet. Et voilà, et c'est bien ça le problème, c'est qu'en fait, du coup, c'est un modèle, donc c'est un modèle qui est plus englobant que le modèle que je décrivais tout à l'heure, puisqu'en fait, là, ça prend en considération aussi les dommages des émissions, donc du changement climatique sur l'économie, et ça cherche une trajectoire de taxe carbone optimale pour l'ensemble de l'économie mondiale. Sauf que le problème, c'est qu'il y a plein de soucis dans ce type d'approche. Le premier, c'est que la représentation des dommages liés au changement climatique, en fait, dans son modèle, elle est très sous-estimée par rapport à ce que nous disent les recherches récentes. Donc du coup, dans son modèle, on peut se permettre d'émettre beaucoup plus qu'en réalité, on pourrait le faire pour rester aux 2 degrés. Et par ailleurs, il y a plein de phénomènes économiques que nous, on cherche à représenter, enfin nous et d'autres, par exemple le chômage involontaire ou ce type d'approche-là, qui ne sont pas du tout représentés dans un modèle comme le sien, et qui du coup donnent une représentation des choses où il va pouvoir avoir des messages comme une taxe carbone mondiale à 30 ou 40 $ serait suffisante pour éviter un changement climatique grave. Ce qui est a priori, en tout cas de notre point de vue, du point de vue de nos analyses, est totalement faux. C'est-à-dire que si on mettait simplement une taxe carbone de 40 $ sans aucune politique d'accompagnement, ça créerait des problèmes de justice sociale énormes à l'échelle mondiale. Et en plus, ça ne serait pas suffisant pour limiter nos émissions et atteindre l'objectif de 2 degrés. C'est marrant parce que depuis que ce soit les tables rondes précédentes ou celle-là, il y a un peu une question qui a l'air d'être sous-jacente à toutes ces discussions-là et qui est une question que j'ai envie de vous poser en fait. Est-ce que le capitalisme peut sauver le climat en vrai? C'est un peu le truc. Pour prendre une question assez précise et pas trop générale. Non, mais en vrai, est-ce que dans un système capitaliste, on peut envisager, c'est une question qu'on nous pose beaucoup dans le chat aussi, dans nos émissions qu'on fait par ailleurs, qui est ce que dans un système capitaliste, parce que une des essences du système capitaliste, c'est quand même que les entreprises doivent chercher à faire du profit parce que c'est leur objet, leur raison d'être. Est-ce que dans un contexte comme ça, on peut réussir à sauver le climat ou est-ce qu'il va falloir changer de modèle? Est-ce qu'il va falloir envisager, je sais pas, la décroissance, la croissance verte? Ça veut dire quoi la croissance verte? Ce genre de... Non, Qui veut se lancer? Pas convaincu? Non, mais alors moi pour le coup là-dessus, le problème, c'est que si on regarde le dernier rapport du GIEC, donc le rapport sur le 1,5 degré, c'est le GIEC, c'est le groupe international d'experts sur le climat, intergouvernemental d'experts sur le climat. Ce qu'ils nous disent grosso modo, c'est qu'en termes de temps qui nous reste au rythme d'émissions actuel, même si on arrêtait de faire croître les émissions, ce qui n'est pas le cas en plus, parce qu'au niveau mondial, elles continuent de croître, il nous reste à peu près une dizaine d'années, 10, 11, 12 ans. Et donc du coup, on fait face à un problème qui est énorme, pour lequel on a très peu de temps pour le résoudre. Si en plus, on se met un autre problème qui est presque encore plus difficile à résoudre, qui est d'abolir le capitalisme et de le remplacer par autre chose en un temps aussi court, je vois pas comment on y arrive. Donc pas convaincu par cette approche-là. C'est-à-dire que c'est se dire on n'arrive pas à résoudre ce problème qui est très compliqué. Si on se donnait un problème encore plus compliqué à résoudre comme préalable pour résoudre le problème du changement climatique, je suis pas certain que ça fonctionne. Après, sur le principe, si on avait encore 30 ans devant nous, si on était encore à l'époque de Kyoto et qu'il nous reste une trentaine d'années devant nous, le champ des possibles était beaucoup plus large. Mais là, on fait vraiment face au mur maintenant. Ouais. Et donc faut pas mettre la charrue avant les bœufs, en gros, c'est ce que tu es en train de dire. Faut pas viser trop haut. C'est même pas de ne pas viser trop haut. C'est si on veut être efficace sur le climat, est-ce qu'on a le temps de se dire, tiens, changeons l'intégralité du système pour résoudre ce problème-là? Je suis pas sûr. Ok. Et vas-y. Oui, c'est ça. Il faut, de toute façon, là, on en est à un stade où effectivement le chemin des possibles pour espérer atteindre la neutralité carbone en 2050, ces chemins-là, ils sont de moins en moins nombreux. Donc effectivement, il faut aujourd'hui faire tout ce qu'on peut, quel que soit le cadre, je dirais, économique général et politique dans lequel on évolue. Il faut faire le maximum à chaque fois. Donc il n'y a pas tellement de questions à se poser finalement en termes de est-ce qu'il faut d'abord changer le système et puis ensuite agir, ou est-ce qu'il faut agir d'abord et ça permettra de changer le système. De toute façon, il faut agir. Donc je pense qu'effectivement, c'est intéressant de se poser cette question-là et on peut avoir tous nos convictions autour de la table. Mais finalement, l'important, c'est là, aujourd'hui, de se demander qu'est-ce qu'on peut faire dans le prochain mois, la prochaine année, en termes d'évolution concrète, qui vont effectivement permettre de réduire la consommation d'énergie, réduire l'impact environnemental et sur la biodiversité, et réduire les émissions de CO2.
Et alors, quand même, excuse-moi, il y a quand même un slogan qui est porté. Moi, j'ai quand même ma casquette d'activiste écolo, qui est changeons le système et pas le climat. Donc c'est peut-être dans les yeux de certains justement l'ambition la plus grande qui peut être donnée et à faire le plus vite. Alors peut-être un peu précipitamment, mais en tout cas, je pense que en tout cas chez certains, il y a quand même une volonté d'aller au-delà de juste ce qui serait déjà incroyable, sauver le climat comme on aurait sauvé la couche d'ozone, mais d'aller encore plus loin et d'aller vers une transformation. Et là, même l'ONU à l'échelle internationale et aussi globalisant que ça puisse être, pose des objectifs de développement durable en même temps qu'est adopté l'accord de Paris et qui mêle le changement climatique à tous les autres sujets, la lutte contre la pauvreté, on y parle de production et de consommation responsable, etc. Et donc il y a quand même une visée qui émerge, hyper systémique. L'autre truc aussi qu'on voit vraiment difficilement depuis l'Europe, et j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on avait travaillé avec l'AFD, donc l'Agence française de développement, pour transférer notre modèle en Indonésie. Donc on a travaillé avec des collègues en Indonésie pour adapter notre modèle là-bas, et qui fassent des scénarios de transition énergétique là-bas. Du coup, on a eu l'occasion de travailler avec eux, voilà. Et en fait, ce qu'ils nous expliquaient, c'est que, déjà d'une part, quand on explique que nous, voilà, on cherche à diviser par 5, 7, 8 les émissions de CO2 en France et en Europe, et qu'on ne pense pas que ça va nous ramener au Moyen-Âge, ils disent ah bon, parce qu'il y a quand même besoin énormément de... Enfin, nous, c'est hors de question qu'on réduise nos émissions de CO2 si on veut atteindre votre niveau de développement. Et atteindre le niveau de confort occidental, c'est pas du tout un truc qui est considéré comme étant un objectif du passé. C'est vraiment quelque chose qui reste dans l'avenir. Et en Indonésie, ce que nous disaient nos collègues aussi, c'est que le gouvernement, par exemple, un de ses objectifs, et même pire, un de ses indicateurs de réussite d'un mandat sur le plan économique, c'est quelle part de la population a un véhicule personnel en plus, quoi. Alors que nous, on se dit, mais justement, vous avez la chance de pouvoir développer votre urbanisme maintenant et de ne pas faire les erreurs qui ont été faites aux États-Unis et en Europe. Et de sauter l'étape voiture et de passer directement aux villes que nous, on veut construire, ou on se déplace que en vélo, à pied, en transport en commun, où le véhicule individuel est vraiment laissé au cas où on ne peut pas faire autrement. Mais en ville, il y a plein d'autres façons. Et c'est exactement l'inverse, parce que pour la même raison que dans la France des années 60, c'était un marqueur de statut social, un marqueur de réussite, il y a exactement les mêmes challenges. Et ça, il faut vraiment le prendre en compte, parce que une part hyper importante et de la population et du développement économique et de la question du changement climatique, elle se passe plutôt dans des pays comme l'Indonésie que des pays comme la France. Oui, c'est ça. Alors c'est très bien parce que c'était une autre des questions qu'on voulait vous poser sur le droit au développement économique des pays émergents. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de leur confisquer le droit de se développer économiquement comme nous on a pu le faire librement pendant des années? C'est pour ça que les transferts nord-sud à ce niveau-là sont indispensables. Parce que tu as tout à fait raison, sur ça, ce serait d'une injustice extrême de venir leur dire nous, on a pu brûler tout le charbon qu'on voulait il y a une centaine d'années pour se développer. Maintenant, désolé les gars, vous arrivez trop tard, vous n'y avez plus le droit. Des transferts de quoi? Alors, des transferts de technologie et de capitaux. Parce que c'est possible de se développer avec des renouvelables, mais c'est vrai que par rapport à brûler son propre charbon, parce qu'en Indonésie, il y a des réserves énormes de charbon domestique, ça leur coûterait plus cher en termes de coûts au kilowattheure pour électrifier l'intégralité du pays et électrifier la population. Pareil en Inde. Ils ont des réserves énormes de charbon domestique. Amener l'Inde, ne serait-ce qu'au niveau de développement de la Chine, sans passer par leur charbon domestique, ça coûtera plus cher. Et il serait injuste que ce soit aux Indiens de le payer, quoi. Et ça se fait, du coup, c'est en cours, ces transferts de technologie, de compétences, c'était l'idée des fonds qui ont été mis en place lors de la COP 21, lors de la COP de Copenhague, et qui sont généralement des super annonces où on dit on va mettre en place un fonds de 100 milliards, et puis derrière, il n'y a rien. Oui, je pense, collectivement, à l'échelle mondiale, on est finalement confronté au défi de réinventer ce que ça veut dire la notion de progrès. C'est quoi ce qu'on vise comme objectif collectivement à l'échelle de chaque pays, de chaque région du monde pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et le progrès a été bien trop considéré dans les dernières années comme il faut augmenter le PIB, le taux de croissance d'une année sur l'autre, et c'est ça qui matérialise finalement la vision du progrès et ce qui marche ou non. Et c'est finalement ça qu'il faut absolument réinventer, avec deux points de départ qui sont complètement différents dans les pays développés et les pays en développement. Nous, on doit réinventer à partir de quelque chose qui est existant, donc je dirais une dépendance aux énergies fossiles notamment qu'on a développée, alors que dans les pays en développement, il n'y a pas nécessairement cette dépendance
dans les mêmes proportions. Elle existe aussi, évidemment, parce que les modes de vie consomment aussi des énergies fossiles. La proportion n'est pas la même. Et donc, l'enjeu pour réinventer un mode de vie qui ne soit pas dépendant des énergies fossiles dans les pays en développement, il est aussi énorme. Mais il n'a pas le même point de départ. Donc, peut-être que finalement, le fait de ne pas avoir le même point de départ, ça peut aussi faire émerger en fait, des idées dans les pays et des modes de vie dans les pays en développement qui seront plus favorables à la neutralité climatique, à la neutralité carbone, et du coup, on pourra, nous, en tirer des choses. Donc je pense que les transferts vont aller dans les deux sens, en fait. Mais effectivement, il faut d'abord que les pays du Nord fassent face à leurs responsabilités et transfèrent effectivement les technologies et les capitaux qui sont nécessaires. Du coup, ça nous fait parler pas mal de production et de consommation énergétique et production et consommation des ressources. C'est une transition pas très subtile, mais, mais du coup, on fonce quand même tête baissée sur un des autres exemples. Et de toute façon, on le voit depuis ce matin, l'ensemble de ces enjeux-là sont liés. L'énergie, le transport, l'alimentation, par exemple. Et je voulais te demander, Christelle, en quoi l'alimentation durable ou dite durable l'est-elle vraiment et illustre ces propos-là, donc la difficulté d'échanger et d'aller vers ces idéaux en fait de responsabilité. Alors, c'est vrai qu'il y a des idéaux. Hein, quand on parle d'alimentation durable, on peut poser un mot dessus. On pense au bio, en fait, on pense à l'équitable, précisément plus au bio. C'est vrai qu'on a des attentes par rapport à ça, on a des idéaux, on s'imagine que c'est une alimentation qui est à la fois vertueuse pour notre santé, vertueuse pour l'environnement, vertueuse d'un point de vue éthique ou d'un point de vue du bien-être animal. Et en fait, nous, on a mené une étude assez conséquente à 60 et on s'y aperçu qu'il y avait des failles très importantes. 60, c'est 60 millions de consommateurs. Alors, pardon, 60 millions de consommateurs. Donc on a mené une étude sur 130 produits et une étude encore, des enquêtes plus globales en fait. Et on s'est aperçu qu'il y avait des failles sanitaires, environnementales, éthiques et de bien-être animal. Par exemple, en termes sanitaires, je vais donner comme ça quelques exemples. Et puis, voilà. Mais en termes sanitaires, on s'est aperçu, par exemple, on a fait des analyses en laboratoire et on s'est aperçu qu'on a des ingénieurs qui travaillent avec nous au sein de l'INC, des juristes, etc. Et on s'est aperçu, par exemple, que les laits et les œufs bio contenaient plus de résidus de PCB et de dioxines que les laits et les œufs conventionnels. PCB, c'est quoi ? Alors, les PCB et les dioxines sont issus des combustions des usines. En fait, c'est des molécules issues des combustions des usines. Et il y en a plus dans les laits et les œufs bio, testés. Et en fait, on peut l'expliquer parce que les animaux, donc les vaches, les poules, vont à l'extérieur. Donc, ce qui est plutôt louable d'un point de vue du bien-être animal. En revanche, ça signifie que les sols ne sont pas testés avant qu'un agriculteur s'y installe en bio. Ah, donc c'est marrant. Donc en fait, en allant à l'extérieur, il respire et il bouffe de la merde. Exactement. Et ça signifie aussi, aujourd'hui, qu'en bio, il n'y a pas de distance minimale entre un champ bio et une usine polluante. Ok. Donc on est comme ça dans des aberrations qui sont importantes. Alors, j'ai pas dit ce que c'était les PCB et les dioxines, enfin, j'ai pas dit quel impact sur la santé. Ce sont des molécules qui sont cancérogènes, perturbateurs endocriniens, et qui ont la propriété de s'accumuler dans l'organisme et qui sont très, très difficilement éliminables. Pour ainsi dire, elles ne s'éliminent pas. Donc, vous les accumulez tout au long de votre vie. Et donc, voilà. De la même manière, en fait, les industriels se sont emparés aujourd'hui du bio. Donc, vous allez donner des gâteaux bio à vos enfants. Moi, j'en ai... Voilà, on donne des gâteaux bio en pensant bien faire. Il se trouve qu'on a pu constater que les gâteaux bio étaient parfois plus sucrés que les gâteaux conventionnels, pour une raison assez simple, c'est que les industriels utilisent, alors les industriels, pas que, mais on utilise des farines amères, et pour combler des farines complètes, et les farines complètes sont souvent plus amères. Donc pour pallier à l'amertume de ces farines, on va sucrer davantage. Mais souvent, on ne sucre pas avec des sucres nobles, tels que, avec des sucres nobles, et on va sucrer avec des sucres, ce qu'on appelle des sucres industriels, très utilisés, qui coûtent moins cher. C'est des sucres invertis, tels le dextrose. Et ces sucres ont la propriété de favoriser les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité. Donc voilà, on est sur des produits qui ne sont pas forcément nobles ou vertueux comme on peut l'attendre en bio d'un point de vue sanitaire. Et
Je me permets une question. Je vois Oui. Grifsou dans le chat qui disent qu'ils veulent faire du fric avec le bio. Est-ce que Oui. c'est... Enfin, on peut le dire, oui, bien sûr. Ah, donc, ok. Donc, Enfin, parce que alors après, je vais encore me faire... la question que j'allais poser, c'est est-ce que c'est parce qu'il y a de Évidemment. mauvaises incitations dans je sais pas, la régulation autour du bio, de l'alimentation, etc. Ou est-ce que c'est vraiment une volonté de la part de... C'est juste que ça reste des entreprises et bio ou pas, elles ont... Ça reste des entreprises. Aujourd'hui, les grands distributeurs type Leclerc, Auchan, enfin, se sont emparés du bio. Hein. Voilà, ça coûte moins cher. Évidemment, on se dirige vers ces produits. Ça signifie aussi pour le producteur, par exemple. Alors aujourd'hui, il y a 7% des surfaces cultivées qui sont bio. Il y a un projet... En France ? En France, pardon, oui. Et dans les 3 ans, on veut passer, il y a eu une annonce assez récente, on veut passer à 15%, on veut le doubler. En fait, il n'y a pas assez de bio pour nourrir tous les Français en France. Donc on l'importe énormément. Donc on peut en parler après d'un point de vue environnemental, les problèmes du bio. Mais du coup, on importe le bio, mais surtout, les grands distributeurs type Auchan, Leclerc, Carrefour, si on peut les citer, vont demander aux agriculteurs en conventionnel de se convertir en bio. Le problème, c'est que, alors je ne suis pas une grande économiste, mais le problème, c'est qu'avec un commanditaire unique, on va avoir une pression des prix qui va être forte pour le producteur et qui va, au final, on va avoir les mêmes dérives qu'en conventionnel, à savoir... Non, mais ça, pour le coup, je vois une internaute qui met le mot greenwashing. Ah oui, complètement. Et c'est le mot-clé pour beaucoup des questions de l'entreprise et l'environnement. Comme c'est devenu quelque chose qui est à la fois, qui a enfin pénétré la conscience du grand public, qui est devenu un peu à la mode, et qui en plus répond à un besoin réel, c'est très facile de venir mettre un coup de peinture verte sur des choses qui ne le sont absolument pas. Quoi. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, et tout à l'heure, on peut le dire, on était à la buvette, et puis on voyait une Volvic bio. Alors, je cite encore une marque. Mais s'en fout, on est sur Internet. C'est pas pour lui faire du bien, là, donc c'est pas grave. Voilà, donc on trouve l'Eurofeuille sur cette petite bouteille de Volvic. Volvic a mis 1% d'extrait naturel bio d'hibiscus, de citron, de je ne sais quoi dans sa bouteille. Et voilà, donc tout ça, c'est du greenwashing. Et du coup, évidemment, on va vendre la bouteille de Volvic. Alors, les produits bio coûtent, à savoir entre 60 et 80% plus cher qu'un produit conventionnel. Donc, vous allez payer votre Volvic bio. Alors, je donne un exemple, c'est pas tout à fait le bon, mais vous allez la payer 2 €, alors que la même contenance, vous le paierez 1 €. Donc, pour le consommateur, c'est aussi un problème. Et du coup, j'ai l'impression d'entendre 2 sujets. C'est le bio, c'est bien, mais pas tout le bio, pas n'importe lequel. Du coup, j'aurais envie de te demander lequel privilégier. Et mon autre question un peu sous-jacente, peut-être qui recoupe la plupart des questions, c'est est-ce que la seule cause de toutes ces dégénérescences d'un projet, d'un idéal, c'est qu'on va trop vite ? Première question d'abord, et on parlera de ce qu'on va trop vite après. Alors, la première question, c'était vers quel bio se diriger. Lequel, ouais. Alors, en fait, tout n'est pas mauvais dans le bio quand même. Évidemment, nous, on a tendance à dire que c'est un peu la phrase de Churchill à propos de la démocratie, c'est le pire système à l'exception de tous les autres, en fait. Il a le mérite d'exister, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, sauf qu'il y a énormément de dérives, énormément de failles en termes environnementaux, on peut juste après en reparler, éthique, etc. Donc l'idéal, c'est évidemment de se diriger vers des produits locaux, parce qu'on peut parler d'environnement, mais vraiment, je pense que c'est un problème. Des produits locaux, des produits de saison. Alors nous, évidemment, on vit à Paris, mais quand on vit en province, on a plus de facilité pour aller vers des agriculteurs, vers des gens qui produisent. Voilà, donc c'est plus facile, il y a plus d'accès. Et c'est vraiment ce vers quoi il faudrait essayer d'aller aujourd'hui sur le bio, quoi. Et quitte à ne pas consommer bio, si on connaît l'agriculteur, si on sait comment il fait, même s'il n'a pas le précieux label, on peut aussi faire confiance à des produits locaux et de saison. Et en termes environnementaux, si on peut juste aller sur le bio en termes environnementaux, il y a aussi des problèmes assez conséquents. Il y a l'utilisation des serres chauffées au fioul. Il y a une pétition assez virale qui circule de la FNAB sur arrêtons les tomates en hiver. La FNAB, l'acronyme Fédération nationale d'agriculture biologique. Et en fait, il y a une pétition, donc cette pétition virale, arrêtons les tomates en hiver. Et oui, arrêtons les tomates en hiver, en bio. Je veux dire, on consomme bio pour faire du bien à l'environnement. En tout cas, c'est une attente implicite du consommateur aussi. Donc, soyons cohérents avec ce qu'on attend du bio aussi. Donc, et pourquoi les vendre Après, il y a juste un point sur les cultures en serre, notamment aux Pays-Bas.
qui est le pays qui exporte le plus de fruits et légumes au monde, alors que quand on voit la taille du territoire des Pays-Bas, c'est quand même assez... Puis même le climat des Pays-Bas, c'est assez improbable. Effectivement, très Parce qu'ils font surprenant. énormément de culture sous serre. Et en fait, un des gros avantages de la culture sous serre, c'est que c'est un environnement complètement contrôlé, où donc du coup, l'irrigation est beaucoup plus faible parce qu'on peut vraiment doser extrêmement précisément. Il n'y a pas besoin de pesticides si vous êtes dans des serres qui sont stériles, et il y a besoin de beaucoup moins d'engrais que donc... C'est compliqué ce débat-là. C'est toujours complexe. C'est toujours complexe et je pense que le débat qu'on a là le montre bien. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment deux écueils dont il faut se garder dans la transition écologique. Déjà, on voit qu'il y a un devoir de vigilance de tous les instants parce que effectivement, c'est des progrès qui sont gagnés pas après pas. Et c'est pas parce qu'on a créé un nouveau label que tout est gagné. Effectivement, il faut vérifier que le label répond bien aux objectifs. Et à mesure qu'on va avancer, on va découvrir des nouveaux problèmes et de nouvelles questions. Et je pense que le premier écueil, c'est de se décourager, c'est de se dire on croyait qu'on avait trouvé une solution et en fait, il y a d'autres problèmes. Et ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter et que tout est foutu, ça veut dire qu'en fait, il faut trouver d'autres solutions. Bon message, et donc, j'aime bien. Ce qui est bien, c'est qu'on aura du coup toujours l'occasion de faire des émissions comme celle-ci pour reparler des nouvelles solutions. Jusqu'à ce qu'on soit tous morts. Jusqu'à ce qu'on soit tous morts. À long terme, on est tous morts. Mais l'autre écueil, c'est évidemment le greenwashing. Donc, il y a vraiment je pense qu'il faut se garder de ces deux écueils-là, de se dire, voilà, parce qu'on a repeint un truc en vert, c'est bon, c'est bon pour la transition écologique. Et en même temps, de se dire, en fait, il n'y a aucune solution, rien n'est possible, et effectivement, on va tous mourir, et c'est foutu, ça sert à rien de faire quelque chose. Je pense que les deux sont vraiment terribles parce ils donnent l'impression qu'on peut s'arrêter. Et ça, c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Je te donne la parole. Mais je dis pas que c'est ce que tu disais. Un autre écueil, justement, c'est peut-être de ne pas connecter d'emblée et en amont la question de la transition écologique ou énergétique avec les autres sujets qu'elle croise. Et je te relance sur la problématique de l'éthique qu'il y a derrière les solutions qu'on essaye d'apporter. Alors l'éthique, c'est aussi par exemple l'huile de palme. Enfin, je vais juste un passage rapide sur l'huile de palme, mais c'est pareil, on sait que c'est aujourd'hui des cultures qui déforestent, où il y a un impact très très important, et on continue d'autoriser ces cultures en bio. Donc on arrête d'acheter du Nutella à nos enfants en disant « Ah non, je ne prends pas de Nutella, il y a de l'huile de palme ». On se dirige vers des pâtes à tartiner bio ou des gâteaux bio où il y a de l'huile de palme, alors entre guillemets bio ou équitable. Mais aujourd'hui, de nombreuses études ont montré que l'huile de palme bio nécessitait de déforester davantage que l'huile de palme conventionnelle. Nickel. Donc, en fait, on est dans des aberrations écologiques sur le bio qui sont fortes. Juste pour revenir sur humaine aussi. À Almeria, donc tu parlais des Pays-Bas, mais à Almeria, en Espagne, on cultive, tu dois connaître, mais on cultive en bio et en conventionnel, mais aussi en bio. Et en fait, c'est là où on fait nos tomates en hiver, nos fraises, voilà. Almeria, c'est la mer de plastique. C'est des kilomètres et des kilomètres de serre, de bâches. Ces plastiques, évidemment, parfois se retrouvent dans la mer, donc un vrai souci. Mais surtout, pour faire pousser nos tomates, en fait, on fait appel à une main-d'œuvre qui vient du Maghreb, qui vient d'Europe de l'Est, qui vient de tout un tas de pays, évidemment, moins heureux que les pays européens. Cette main-d'œuvre vit dans des conditions effroyables, en fait, sur lesquelles Médecins du Monde alerte régulièrement. Ces travailleurs sont payés un salaire tout à fait indigne, vivent dans des bidonvilles. Je te parlais d'un exemple tout à l'heure, mais effectivement, Médecins du Monde alerte parce que ces travailleurs se douchent avec les bidons de pesticides vides, boivent à même les bidons, mettent de l'eau dans les bidons de pesticides pour boire, etc. Donc on est dans des conditions qui sont quand même... Il y a un concept qui, je pense, recoupe en partie. Donc c'est aussi l'humain, voilà. Tout ça, ces changements, c'est aussi l'humain, quoi. On est dans un système qu'on souhaite et qu'on veut vertueux, et qui au final ne l'est pas complètement. Donc, et en fait, moi, quand je suis devant un rayon bio, on est dans des attentes. Pardon, je vois des gens dans le chat qui disent ok, c'est bon, j'ai compris, j'arrête de manger, on arrête de manger, on se nourrit de lumière. Et de respirer. Comment on fait, comment on sort de ces critiques-là? Quelle solution on a apporté derrière, du coup? Mais en fait, on fait des choix aussi éthiques. Nous, voilà, je veux dire, il y a un moment, c'est très bon les tomates. J'adore les tomates, mais je vais arrêter d'en consommer en hiver. J'aime bien la pâte à tartiner, mais voilà, j'arrête de consommer de la pâte à tartiner ou je bois de l'huile de palme. Je boycotte l'huile de palme. Personnellement, je boycotte l'huile de palme, qu'elle soit bio, équitable
conventionnels. Voilà, on fait des choix en fait. Et tous ces choix que font le consommateur, parce que c'est nous, en fait, tous ces choix qu'on fait au final, si on s'y tient, les industriels ne vendront plus leurs produits et on arrêtera, on arrêtera ces aberrations. Enfin, je pense. Enfin, on est maître aussi quelque part, on a le pouvoir, quoi. Donc voilà. On a le pouvoir de l'acceptabilité aussi des. On a aussi le pouvoir du refus. Quand on le met, parce qu'une alternative à ça, c'est de faire passer des lois qui rendent obligatoires ces comportements. Mais s'il n'y a pas eu de changement dans nos opinions ou dans nos choix de vie, elles ne seront pas acceptées, ces lois-là. Donc quel que soit la... C'est pour ça qu'on essaye de faire passer des messages aujourd'hui. En fait. Non mais carrément. Et je rebondis sur les conditions de travail et autres points qui ont été évoqués. Il y a un plaidoyer international qui est porté jusqu'aux instances des négociations sur le climat, qui est le concept de transition juste. Et là, c'est un concept qui porte la dimension humaine dans cette transition écologique, notamment pour les travailleurs. De quoi on parle? De quelle transition pour eux, pour nous, en fait? Vers quel nouveau métier? Ça, on entend beaucoup parler de la création d'emplois autour de la transition, mais en fait aussi en termes de conditions de travail, et ça se croise avec d'autres thématiques, type le respect des droits des populations indigènes, les droits de l'homme d'une manière générale. Et en fait, tout ça doit rentrer dans les spectres de l'économie et de ces négociations et de nos faits et gestes jour après jour. Il faut pas mettre du verre en pensant, il faut pas mettre du verre ou en pensant masquer tout ça, masquer ces problèmes en fait. C'est ça, je pense qu'il faut voir qu'il y a un enjeu à la fois sur l'objectif et les moyens qu'on met pour y parvenir. Donc effectivement, atteindre l'objectif d'une consommation plus durable, qui soit moins impactante pour l'environnement, atteindre la neutralité carbone, c'est des objectifs absolument nécessaires. Et effectivement, il faut voir quelle trajectoire on met en œuvre pour les atteindre, parce que je pense qu'on va être convaincus ici autour de la table que la transition écologique, ça veut dire plus d'emplois, parce que ça veut dire moins d'importation de combustibles fossiles, en tout cas pour le continent européen. Ça veut dire des bénéfices en termes de santé, en termes d'alimentation. Mais effectivement, il faut prendre garde à la manière dont ce chemin va être mené. Et ce chemin, il va pas être, même si il va être positif pour tout le monde globalement, il va pas être nécessairement positif pour chacun individuellement pendant les 30 ans, par exemple, qui nous séparent de 2050. Il y a des gens qui vont perdre leur emploi à cause de la transition écologique. Il faut le dire, et il faut leur proposer des solutions. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont trouver des emplois dans les nouveaux secteurs. Et eux aussi, là, il faut prendre garde à ce que ces nouveaux emplois soient effectivement de bonne qualité, justes, etc. Et donc, ce qui est extraordinairement difficile, c'est qu'il faut à la fois penser les objectifs et en même temps, effectivement, faire en sorte que, à la fois dans les nouveaux domaines où du coup se créent des nouvelles activités, il faut faire extrêmement attention aux conditions de ces nouvelles activités. Et dans les activités qui vont disparaître parce qu'elles sont plus compatibles avec la neutralité carbone et les objectifs climatiques, et ben là aussi, il va falloir proposer des solutions d'accompagnement aux travailleurs. Sortie vivable, quoi. Ouais. Absolument. Et du coup, une question qui va peut-être être la dernière, on va voir si on peut peut-être en caser une de plus dans le temps qui nous reste, qui est tout ça, comment on le fait sans la Chine, sans les États-Unis en tout cas pour l'instant? Est-ce que, en supposant, ce qui est déjà pas forcément acquis, que l'envie politique soit là au niveau européen, est-ce qu'on peut s'en sortir seul? Comment on fait, comment on traite d'ailleurs même la question simplement des pays qui se comporteraient en passagers clandestins et qui décideraient de moi j'en ai rien à foutre, tout le monde fait des efforts pour éviter le réchauffement climatique, du coup je peux me permettre de rien foutre. Comment on gère ce genre de problématique? Là, on va retomber en partie sur la question du commerce international qu'on évoquait en début de session. Je pense que déjà, il faut commencer par dire qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire, nous, en France, localement, nationalement et au niveau européen. Ça, il y a énormément de choses qui sont faisables, notamment réduire les consommations d'énergie. Ça va se passer beaucoup chez nous. Donc, on peut pas... Mais ça suffira sans... Alors, bien sûr, non, ça suffira pas. La question, c'est quelle mesures ou quelles relations internationales on peut avoir avec les autres pays pour effectivement faire en sorte que tout le monde aille dans la même direction. L'accord de Paris, sa grande particularité par rapport aux accords climatiques précédents, c'est qu'il repose sur un principe ascendant où chaque pays décide ce qu'il va faire et puis à la fin, on espère que ça va permettre d'atteindre les objectifs mondiaux. C'est bien, c'était sans doute la condition nécessaire pour que l'accord de Paris se fasse. Maintenant, une des solutions pour aller plus loin, je pense, c'est de changer la politique commerciale de l'Union européenne. Le principal instrument de puissance, selon moi, de l'Union européenne, c'est que c'est un gigantesque marché et c'est très difficile. Ouais. Et c'est très difficile pour les autres pays du monde, quels qu'ils soient.
alors la Chine, oui, mais même les États-Unis, de se créer des relations commerciales très difficiles avec l'Union européenne. Okay. Et donc je pense que l'Union européenne doit faire levier à partir de sa puissance commerciale pour essayer d'introduire des objectifs climatiques et environnementaux dans ses relations commerciales. Intéressant. C'est une position que vous partagez ? Oui, non, et puis sur la question de la responsabilité, elle est assez compliquée parce qu'on entend souvent effectivement, de toute façon, la France c'est moins de 2% des émissions mondiales, donc bon, c'est pas bien grave. Le sujet c'est la Chine et les États-Unis. Le problème c'est que il faut raisonner en émissions par habitant, pas en émissions au total. Et quand on raisonne en émissions par habitant, si on raisonne juste en émissions qui sont émises sur le territoire d'un pays, en fait, on ne prend pas en compte les émissions qui sont nécessaires pour produire tout ce qui est consommé sur ce pays. Pour un pays comme la France, c'est super important parce qu'en fait, on a, grosso modo, quand on veut décarboner une économie, les deux trucs les plus simples, c'est de décarboner l'électricité, parce que ça, on sait faire, il suffit de remplacer par des renouvelables ou par du nucléaire dans notre cas. Et puis l'industrie, c'est relativement facile à décarboner parce que c'est quelques gros acteurs qu'il suffit, on les convainc ou on leur tord le bras, mais en tout cas, il y a moyen de le faire. En France, nous, on a résolu le problème en faisant le nucléaire et en perdant notre industrie. Donc comme ça été fait sur ce plan-là. Mais du coup, on est directement dans le dur, parce que ce qui reste ensuite, c'est la consommation de chauffage chez les ménages et la consommation de transport des ménages, principalement. Et là, du coup, on n'a plus affaire à quelques dizaines de gros industriels, ou 2 ou 3 producteurs d'électricité, on a affaire à 30 millions de ménages. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais surtout, ça veut dire aussi que le gros des émissions françaises, enfin pas la majorité, mais presque, n'est pas faite sur le territoire français. Oui, c'est fait dans les pays où on produit ce qu'on consomme. Et ensuite, on importe. Et donc, en fait, si on regarde les émissions par habitant juste sur la France, c'est un peu moins de 5 tonnes par habitant. Alors qu'en fait, les émissions grises, donc les émissions qu'on importe aussi, c'est plutôt à 10-11 tonnes. Et donc, du coup, venir dire c'est de la faute des Chinois, c'est extrêmement court parce qu'en fait, beaucoup des émissions chinoises sont liées au fait que c'est l'atelier du monde et qu'ils produisent l'essentiel de beaucoup des produits qu'on consomme en Europe ou aux États-Unis. Donc, du coup, il faut raisonner vraiment en responsabilité par habitant et pas en responsabilité par pays. D'accord. Et peut-être qu'une des solutions, globale, mais qui répond à tout ça, c'est la sobriété énergétique, Exactement. la sobriété dans notre consommation. Réfléchir à comment on consomme. Mais la transition énergétique, c'est vraiment en 3 étapes. La première, c'est être sobre, ensuite être efficace, et ensuite seulement être renouvelable. Exactement. Mais la première des étapes, c'est la plus importante, parce que si on ne réduit pas notre besoin pour maintenir notre type de mode de vie avec autant de transport et autant de besoins de services énergétiques qu'aujourd'hui, mais juste avec des énergies renouvelables, ça, franchement, ça marche pas. On retient donc sobriété et peut-être ralentir. C'est ça, ce sera le mot de la fin. Merci à vous d'avoir participé à cette discussion. Merci à toi de m'avoir accompagné. Merci. Petit instant de chat avec Jean qui répondra à vos questions et on se retrouve dans 5, 10, 15 minutes pour parler des réponses politiques justement avec des responsables politiques. À tout de suite.